Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec une photo qui aurait pu être prise n'importe où dans le monde. Une rame de métro et la quasi-totalité des voyageurs, les yeux rivés sur leur smartphone. Selon une étude récente de Data Reportal, ce sont les habitants d'Afrique du Sud qui passent le plus de temps par jour sur leur téléphone, 5h13. Et à l'inverse, ceux qui y passent le moins de temps sont les Japonais, 1h54 seulement en moyenne. Selon l'anthropologue Audrey Chapeau, cela s'explique par le fait que sur le continent africain, la majorité des activités passent par le mobile, là où dans d'autres pays plus riches, la possession d'un ordinateur notamment diminue le temps passé sur le smartphone. Quoi qu'il en soit, ces chiffres nous rappellent l'importance de cet objet dans nos vies, lequel devient du même coup un marché colossal et un enjeu de pouvoir. Alors on connaît bien sûr la guerre Apple-Huawei, l'une des déclinaisons de la compétition entre les États-Unis et la Chine, mais vous allez voir que la guerre des smartphones est bien plus complexe et subtile encore, impliquant de nombreux acteurs. Sortons nos cartes. L'essor phénoménal du marché du smartphone est intimement lié au développement des réseaux de télécommunications et à l'augmentation de leur débit permettant d'échanger de plus en plus rapidement des données. Ce sont d'abord deux leaders européens des réseaux de télécommunications qui vont s'imposer sur le marché du smartphone à la fin des années 90, le finlandais Nokia avec son 7110 et le suédois Ericsson avec son 380. Mais le débit encore limité du deuxième réseau mobile, la 2G, permet tout juste d'échanger des mails. Avec le déploiement du réseau mobile 3G+ en 2006 et son débit nettement supérieur, et l'arrivée de nouveaux fabricants, le marché va considérablement se développer. On passe ainsi de 122 millions de smartphones vendus en 2007 à 297 millions en 2010. Face au leader finlandais Nokia et ses 40% du marché mondial, on trouve le canadien BlackBerry qui détient 15,6% des unités constructeurs expédiées. Et surtout l'américain Apple qui s'est rapidement positionné dans le peloton de tête avec 9,1% de part de marché grâce aux innovations techniques révolutionnaires de son iPhone, écran tactile, bouton principal et navigation sur Internet. Au fil des années et des innovations techniques, les smartphones vont devenir de véritables ordinateurs de poche et les enjeux pour les constructeurs vont se complexifier. Car au design et à la fabrication s'ajoute l'élaboration du système d'exploitation, l'OS, qui permet de gérer les fonctions essentielles de l'appareil. Un domaine dans lequel Apple, avec son iOS, et Google, qui utilise Android, adopté par d'autres fabricants, dont le coréen Samsung, vont s'imposer face au leader historique Nokia et son système d'exploitation Symbian. Dès 2011, le sud-coréen Samsung prend la tête du classement des constructeurs devant Apple, Nokia et BlackBerry. Avec le déploiement de la 4G qui permet le visionnage de films et les appels vidéo grâce à son débit jusqu'à 100 fois supérieur à celui de la 3G, les ventes de smartphones explosent pour atteindre 1,5 milliard d'unités en 2016. Samsung et Apple confortent leurs positions respectives en tête du classement. Nokia et BlackBerry, qui n'ont pas réussi à se maintenir dans la course à l'innovation, ont disparu. Et de nouveaux venus, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, tous chinois, deviennent de sérieux concurrents. Parmi eux, un acteur clé de cette histoire, Huawei, va même menacer la domination des deux géants coréens et américains dès 2018. Acteur majeur des réseaux de communication comme Ericsson et Nokia, Huawei fabrique également des smartphones fonctionnant sous Android. Avec des appareils moins chers que ses concurrents, Huawei parvient à détrôner Apple en 2019 et même Samsung au printemps 2020. Mais le succès de Huawei va être de courte durée, car les services de renseignements américains suspectent la firme de mener des opérations d'espionnage pour Pékin. Washington impose alors un ensemble de sanctions qui vont impacter aussi bien la fabrication des smartphones du géant chinois que leur accès aux applications de Google. Dès le premier trimestre 2021, Huawei disparaît du top 5 des fabricants. Et en Europe, où sa part de marché est la plus importante début 2020, avec 18,5%, la firme chute vertigineusement
ne représentant plus que 3% fin 2024. Alors, pour comprendre pourquoi les sanctions américaines ont été aussi efficaces, y compris en Europe, il faut entrer dans le détail de la fabrication des smartphones. Au cœur de ces petites machines, on trouve un système très complexe de microprocesseurs. Ils sont eux-mêmes composés de tranches de silicium finement gravées de quelques nanomètres, les fameux semi-conducteurs. Compte tenu de la complexité des étapes de cette fabrication, certains constructeurs comme Huawei sous-traitent la production de leurs puces à des entreprises extérieures, lesquelles s'occupent de la conception, de la fonderie ou des deux. La conception est dominée par les firmes américaines Qualcomm et Broadcom. Le taïwanais TSMC représente près des 2/3 du marché mondial de la fonderie et le néerlandais ASML détient le monopole de ces machines d'une précision extrême utilisées par TSMC pour graver. L'interdiction faite aux firmes américaines de commercer avec les sociétés représentant un danger pour la sécurité nationale va s'étendre aux firmes étrangères utilisant des technologies américaines comme TSMC. Le néerlandais ASML décidant de s'aligner sur la position américaine, Huawei se retrouve de fait privé de composants vitaux pour la fabrication de ses smartphones. Privé de puces dernière génération, Huawei a dû également renoncer aux applications du bouquet Google, habituellement fournies avec le système Android. Le coup a été d'autant plus dur qu'un autre volet de sanctions a frappé Huawei dans son cœur d'activité, la fourniture d'infrastructures. Début 2021, sous la pression des États-Unis, une vingtaine de pays alliés de Washington ont exclu Huawei de leurs infrastructures ou du déploiement de leur réseau 5G. On l'aura compris, cette histoire du smartphone nous raconte comment on est passé d'une guerre commerciale entre plusieurs pays à une guerre entre deux géants qui se disputent le leadership mondial, les États-Unis et la Chine, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2023, 70% des smartphones dans le monde sont assemblés en Chine. Jusqu'à 70% des iPhone 15 de la marque Apple étaient assemblés dans les usines du taïwanais Foxconn de Shenzhou, du chinois Luxshare à Kunshan et du taïwanais Pegatron à Shanghai. Alors pour sortir de cette dépendance, Apple a décidé de déplacer progressivement ses unités de fabrication vers l'Inde depuis 2017. Dans les usines de son sous-traitant Foxconn à Sriperumbudur dans le Tamil Nadu et dans la zone économique spéciale de Sri City au nord de Madras dans l'Andhra Pradesh. En 2023, 14% des iPhones étaient ainsi assemblés en Inde et en 2028, ce chiffre devrait monter à 25%. Samsung a également délocalisé ses chaînes de production à Noida en Inde et surtout au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, Hanoï et dans ses environs. Malgré ces délocalisations, la domination de Pékin reste considérable, car les autres composants des smartphones restent le plus souvent fabriqués dans des usines chinoises, même quand il s'agit de sociétés occidentales comme l'allemand Bosch, le franco-italien ST Microelectronics, les américains Qualcomm et Broadcom, ou encore le japonais Kioxia et le sud-coréen SK Hynix. Pékin s'est également imposé dans le domaine des matières premières, notamment dans la production du silicium nécessaire pour fabriquer les microprocesseurs. Ainsi, en 2023, la Chine produisait 80% du silicium métallique, une domination que rien ne semble devoir contrecarrer pour le moment. À cela s'ajoute enfin le risque que fait peser la menace d'une invasion chinoise de Taïwan, qui, rappelons-le, héberge l'entreprise TSMC, le leader mondial des semi-conducteurs, qui représente 62% du marché des fondeurs. Le contrôle de l'île par Pékin serait une catastrophe pour les Occidentaux et leurs alliés, même si la firme taïwanaise est déjà présente au Japon, aux États-Unis, avec de nouvelles usines en cours en Arizona, et bientôt en Allemagne. C'est pour cette raison que l'UE et les États-Unis ont débloqué des investissements massifs dans le domaine. 43 milliards d'euros en 2023 pour l'UE, afin de doubler la production de microprocesseurs et atteindre 20% des parts de marché de l'industrie en 2030. 53 milliards de dollars aux États-Unis en 2022 pour la recherche, le développement, la fabrication et le perfectionnement de la main-d'œuvre américaine en matière de microprocesseurs. Après un ralentissement des ventes en 2023, le marché du smartphone a connu une embellie en 2024
avec 1,24 milliard d'appareils vendus, notamment grâce à l'essor phénoménal du marché africain. Plus 17% d'abonnements en Afrique subsaharienne en 2024, contre plus 3% en Amérique du Nord et 4% en Europe. Un marché africain dominé par le chinois Transsion, qui avec ses marques Tecno, Itel et Infinix détient 40% de parts de marché sur le continent. De quoi continuer à alimenter la guerre entre Américains et Chinois et rebattre une nouvelle fois les cartes des dépendances croisées. Voilà pour cette guerre des smartphones au cœur d'enjeux géopolitiques majeurs, vous l'avez vu. Notons toutefois que le marché des portables est un marché qui ralentit. On change moins souvent de portables, même si l'intelligence artificielle embarquée pourrait susciter une nouvelle génération de téléphones que beaucoup voudraient acquérir. Il y a aussi une nouvelle tendance qui se développe, celle des téléphones minimalistes, sans écran tactile ni application pour les réseaux sociaux, comme si nous étions allés trop loin dans l'hyperconnectivité et que nous aspirions désormais à recréer des espaces où l'on ne peut être joint. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'Ophélie Coelho, Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, aux éditions de l'Atelier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.